Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Mes origines, une affaire d'État. d'Audrey Kermalveuzen. Préface du professeur Israël Nizan. Audrey Kermalveuzen apprend à 29 ans qu'elle et son frère sont nés grâce à un don de sperme. Ils sont 70 000 en France dans leur cas. La majorité d'entre eux l'ignorent. Des questions la hantent. Son frère et elle ont-ils le même géniteur? A-t-elle déjà croisé des demi-frères et sœurs inconnus? A-t-elle un risque de consanguinité avec son mari, lui-même issu d'un don? Autant d'interrogations, qui se heurtent à la protection de l'anonymat des donneurs. Commence alors une véritable enquête. Qui sont les donneurs de sperme? Pourquoi l'État interdit-il l'accès à leurs origines, aux enfants concernés? Les donneurs veulent-ils tous rester anonymes? Pratique anarchique dans les institutions officielles, serial donneurs, non-respect des lois? L'auteur dresse un état des lieux accablant pour l'État, et une partie du corps médical. À la fois document et témoignage, ce livre appelle à la reconnaissance et au respect des droits des enfants conçus par don. Audrey Kermalveuzen est avocate, spécialisée en droit de la bioéthique. Elle préside depuis 2012 l'association Procréation médicalement anonyme, qui milite pour la reconnaissance d'un droit d'accès des personnes conçues par don de gamètes à leurs origines. Israël Nizan est chef du département gynéco-obstétrique des hôpitaux universitaires de Strasbourg, créateur du Club francophone de médecine fœtale, membre du Conseil national des universités et l'initiateur du Forum européen de bioéthique, créé en 2009. Il a été membre du Haut Conseil de la population et de la famille, et du Conseil d'administration de l'Agence de biomédecine. Des notes sont disponibles sur les éditions e-book et brochets du livre. Chapitre 1. J'apprends ce que je ne suis pas. À l'âge de 23 ans, à l'issue de ma maîtrise de droit européen, j'ai choisi de me spécialiser en droit de la bioéthique. Nous étions très peu nombreux dans ce cas, car la matière est peu développée en France. Pour ma part, c'était précisément cet aspect qui m'avait séduite. Il s'agissait d'un pan entier du droit sur lequel presque tout restait à faire. Euthanasie, statut de l'embryon, clonage, et procréation médicalement assistée. J'avais donc acquis depuis 2003 une bonne connaissance théorique de l'état du droit de la bioéthique, et notamment des règles régissant l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Passionné par ces questions, j'échangeais d'ailleurs régulièrement sur le sujet avec ma mère, infirmière puéricultrice dans le domaine de la petite enfance. 6 ans plus tard, alors que mon activité prenante d'avocate en droit du travail m'avait amené à me détacher quelque peu des sujets de bioéthique, mes parents ont fait le choix de me révéler ainsi qu'à mon frère notre mode de conception. Je me souviens encore des termes qu'ils ont employés ce 29 octobre 2009. Nous avons dû faire appel à un donneur de sperme pour vous concevoir. Mes parents nous ont alors expliqué que lorsqu'ils ont appris, à l'âge de 25 ans, la stérilité de mon père, s'il s'était orienté vers l'adoption, il leur aurait fallu attendre encore 5 ans, ne serait-ce que pour déposer une demande puisqu'à l'époque, cette procédure était réservée aux couples mariés depuis au moins 5 ans dont l'un des membres était âgé de plus de 30 ans. Ma mère travaillait alors dans une pouponnière à caractère social, et était donc confrontée tous les jours à des enfants en attente d'adoption, dont certains l'appelaient « maman ». Elle avait, avec mon père, essayé d'obtenir un passe-droit pour pouvoir adopter. La responsable du service de l'aide sociale à l'enfance leur avait proposé d'accueillir une petite fille prénommée Sabrina, qui était atteinte d'une malformation cardiaque et devait subir, à ce titre, une lourde opération chirurgicale qui risquait de lui être fatale. Après en avoir discuté ensemble, mes parents avaient préféré ne pas courir le risque de perdre un enfant, et s'étaient tournés vers l'insémination avec donneur. Ma mère avait pris connaissance de l'existence de cette technique lors d'un stage dans une maternité, dans le cadre de sa formation d'infirmière puéricultrice. Selon les informations qui lui avaient été communiquées, 2 centres pratiquaient l'insémination avec donneur en France.
la banque de sperme de l'hôpital parisien Necker Enfants Malades, et une autre banque située à Bordeaux. Mes parents vivaient à l'époque à Rouen, de sorte que leur choix fut vite arrêté pour le centre parisien. Les seuls éléments d'information qu'ils détiennent aujourd'hui et qu'ils ont pu nous communiquer sont que les 2 inséminations avec donneur ayant permis ma naissance et celle de mon frère se sont déroulées au sein de la banque de sperme de l'hôpital Necker. Que le médecin qui a reçu mes parents en consultation est le docteur Albert Netter, fondateur de la banque de sperme de Necker. Nous serions, mon frère et moi, issus du même donneur, d'après les dires du docteur Albert Netter, mais mes parents n'en ont pas la certitude et ont pu le vérifier. Enfin, il avait été exposé à nos parents que le donneur qui a permis notre conception serait sélectionné selon un système d'appariement. Il aurait les mêmes caractéristiques physiques que notre père, couleur de peau, couleur des yeux, couleur et forme des cheveux, taille, poids, et le même groupe sanguin que lui. Mes parents n'ont reçu aucune autre information sur l'homme qui a participé à la conception de leurs enfants. Ma mère en particulier n'a jamais vu le visage de celui, ou de ceux, dont elle a reçu le sperme et dont elle a, avec l'accord de mon père, porté les enfants biologiques. Je savais à présent que mon père, celui qui m'a élevé, éduqué et comblé d'amour n'est pas mon géniteur. Il était clair tant pour mon frère que pour moi, que notre absence de lien biologique avec lui ne retirait rien ni à son rôle ni à sa place. Il était, est, et restera à jamais notre seul père. Toutefois, nous savions désormais que nous portions en nous une part d'inconnu. Chapitre 2 – 64 000 Français ignorent leur conception avec un donneur anonyme. Mon frère et moi avons appris tardivement notre mode de conception puisque nous étions respectivement âgés de 32 et 29 ans. Toutefois, notre histoire n'est pas si singulière qu'elle en a l'air. Vous faites peut-être partie, comme nous auparavant, des 64 000 Français qui ignorent leur mode de conception. Depuis l'institutionnalisation de la procréation médicalement assistée, PMA, avec tiers donneur en France en 1973, date de création des premières banques de sperme, on peut en effet estimer qu'environ 70 000 personnes sont nées de cette technique dans notre pays. Il est impossible d'être plus précis, faute de suivi véritable des grossesses intervenues grâce à ce mode de procréation. On sait toutefois que les praticiens de la PMA avec tiers donneur indiquent, depuis près de 10 ans, que 50 000 enfants français seraient issus d'un don de gamètes, et ce chiffre qui n'a jamais pu être vérifié semble n'avoir jamais été actualisé. Par ailleurs, selon le dernier rapport d'activité de l'Agence de la biomédecine, rapport annuel 2012, 1330 naissances seraient intervenues en 2011 en France suite à une PMA avec don de sperme, d'ovocytes ou d'embryons. Cependant, un simple calcul mathématique consistant à multiplier ce chiffre de 1330 naissances par 40 ans, âge de fonctionnement des sécos, serait nécessairement erroné dès lors qu'il est admis que le nombre de naissances par année était bien plus important dans les premiers temps, d'autres techniques ayant été mises au point et permettant depuis lors à des couples même hypofertiles de procréer avec leurs propres gamètes, sans faire appel au don d'un tiers. Ceux que l'on continue d'appeler les enfants du don ont pourtant bien grandi. Les plus vieux ont aujourd'hui 40 ans, et certains d'entre eux sont déjà eux-mêmes parents. Or, une étude européenne de 2002, parue dans la célèbre et sérieuse revue internationale Human Reproduction, a démontré que seuls 8,6% des personnes conçues à l'aide d'un don ont été informées de leur mode de conception particulier. Si l'on rapporte ce chiffre à la population hexagonale, seuls environ 6 000 Français nés d'un donneur anonyme, sur les 70 000, connaissent leur état. Vous, qui lisez ces lignes, êtes peut-être en couple avec une personne conçue par don qui s'ignore, voire avez vous-même été conçu par don sans le savoir. Un secret bien gardé. Sur le coup, je me suis demandé pourquoi mes parents ne nous l'avaient pas dit plus tôt. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient fait une sorte de pacte, consistant à ne jamais révéler à quiconque la manière dont nous étions venus au monde. Au fil du temps,
Ce secret devenant de plus en plus lourd à porter, ils avaient fait le choix d'attendre que nous soyons suffisamment établis, mon frère et moi, dans notre vie, sur le plan personnel et professionnel, pour lever ce secret. Si nous étions déjà sur des rails, la nouvelle serait moins perturbante, c'est en tout cas ce qu'ils espéraient. Dans un premier temps, je leur en ai beaucoup voulu. Toutefois, j'ai vite pris conscience que mes parents n'étaient pas les premiers responsables de ce secret. Une incitation au secret liée aux pratiques des banques de sperme. À l'époque de notre conception, les couples étaient incités au secret par les professionnels des banques de sperme, aujourd'hui les sécos. Or, bon nombre d'entre eux leur reprochent aujourd'hui d'avoir tué à leurs enfants leur mode de conception. En fait, depuis la création des banques de sperme, tout a été conçu pour masquer la réalité de la procréation médicalement assistée avec tiers donneur, en donnant la possibilité aux couples de la présenter comme une procréation charnelle classique, tant à l'égard des tiers qu'à l'égard de leur propre enfant. Les banques de sperme pratiquent depuis le début un appariement entre le donneur de gamètes et le membre stérile du couple. Ils prennent soin de sélectionner et d'attribuer au couple un donneur qui a le même morphotype et le même groupe sanguin que le membre stérile. Si le choix de critères de ressemblance physique peut être animé par le souci de permettre au couple de cacher à son entourage le recours à un donneur, la similitude du groupe sanguin a bien pour finalité de maintenir l'enfant dans l'ignorance de l'intervention d'un tiers dans sa conception. En effet, les praticiens ont dès l'origine anticipé le fait qu'un enfant puisse, en cours de biologie lors de l'apprentissage des modes de transmission des rhésus et groupes sanguins, découvrir qu'il n'est pas le fruit de ses deux parents. C'est très précisément l'objectif poursuivi, comme en atteste cette réponse en 1980 du Dr Joannet, ancien responsable de la banque de sperme de l'hôpital parisien du Kremlin-Bicêtre, à la question de savoir comment se fait le choix du sperme pour un couple donné. Les principaux critères dont nous tenons compte sont la couleur de la peau et le groupe sanguin de telle façon que celui de l'enfant qui va naître ne soit pas incompatible avec celui du père réel. Un des meilleurs exemples pour enseigner la génétique est le système des groupes sanguins ABO. Imaginons dans 10 ou 15 ans un enfant né d'IA, insémination artificielle, qui, après un cours de génétique à l'école, rentre le soir à la maison et demande à ses parents « Dites-moi vos groupes sanguins et je vais vous montrer quelque chose ». Si nous ne sommes pas vigilants, de telles situations risquent de provoquer des surprises désagréables. Notre philosophie est d'éviter que l'enfant apprenne par hasard comment il a été conçu sur le plan biologique. En dehors de la couleur de la peau et du groupe sanguin, critère absolu, les autres caractères retenus sont morphologiques. Il s'agit simplement d'éviter d'introduire au sein d'un couple un caractère dominant qui lui est étranger. Par exemple, si l'homme et la femme sont blonds, aux yeux bleus, grands, de type nordique, nous éviterons d'utiliser pour eux du sperme d'un homme petit, d'aspect méditerranéen et vice-versa. Si par contre, l'homme est brun aux yeux marrons et la femme blonde aux yeux bleus, peu importe la couleur des yeux du donneur puisque ces deux facteurs existent déjà chez les futurs parents. Donc, une simplicité maximum, il faut essayer dans la mesure du possible, de ne pas introduire un facteur d'inquiétude ou d'étonnement plus tard. C'est pourtant précisément ce mécanisme qui a introduit, pour mon frère et moi, un facteur d'étonnement plus tard. Ce principe d'appariement entre le donneur et le membre stérile du couple était si peu discuté à l'époque, qu'en 1987, une femme témoigne dans le magazine Parents de son effroi lorsqu'elle apprend que son enfant pourrait ne pas avoir la même couleur des yeux qu'elle et son époux. Dans ce couloir de Necker que j'aime tant, il y a un jour une affiche écrite à la main qui m'a fait pâlir. Une sentence, il n'y a plus d'yeux bleus. Beaucoup de parents ont alors légitimement pensé que si les médecins avaient ainsi organisé toutes les conditions permettant le maintien du secret sur le mode de conception, c'est sans doute qu'il était préférable de se taire. À titre d'illustration, mes parents m'ont confié n'avoir été reçus par un médecin que pour la conception de mon frère, leur premier enfant. Le rendez-vous n'a duré qu'une demi-heure,
et il leur a seulement été dit que le donneur serait sélectionné pour ressembler au père, ce qui sous-entendait qu'il ne fallait pas le dire à l'enfant ou à l'entourage des parents. Ils n'ont nullement été accompagnés sur le plan psychologique à l'époque, et le point de savoir s'ils allaient ou non révéler ce secret à leur enfant n'a même pas été abordé par le docteur Netter, m'ont-ils dit. D'ailleurs, les médecins de l'époque étaient partagés quant au fait d'informer l'enfant sur son mode de conception, comme en atteste là encore le docteur Joannet. Nous n'avons pas d'attitude tranchée à ce sujet, il est impossible d'avoir une position simple. Cela dépend beaucoup de l'évolution des valeurs de la société et des relations entre les parents et l'enfant. C'est dans la famille que ce problème devrait être résolu. Une des difficultés de l'IAD, insémination artificielle avec donneur, est qu'il y a une décision prise par deux personnes sans que la troisième soit présente, et qui, elle, va vivre pendant de nombreuses années avec la charge de la décision prise par ses parents. Je ne crois pas qu'il y ait de système philosophique ou social qui puisse nous garantir que la vérité en la matière soit forcément la meilleure solution pour l'enfant. Aujourd'hui, les SECOS et l'Agence de la biomédecine se disent publiquement unanimes sur le fait qu'il ne faut pas cacher à l'enfant la réalité de son mode de conception. François Thépaut, responsable du pôle procréation médicalement assistée de l'Agence de la biomédecine, m'a affirmé en mai 2010 que ce point avait été acté au sein des SECOS depuis 1976, car, a-t-il dit, depuis le début, dans le geste, on sait que ce secret est délétère, et que les couples étaient tous à présent alertés sur la nécessité d'informer leur enfant de l'intervention d'un tiers dans sa conception. Toutefois, j'ai constaté qu'il existe une marge entre la prise de position soi-disant communément adoptée et la pratique de certains SECOS. En janvier 2010, en questionnant par exemple le docteur Florence Eustache, responsable du SECOS Jean Verdier, j'ai noté que l'encouragement des couples à la révélation du mode de conception à leur enfant n'était pas une de ces pratiques systématiques. Elle n'incitait les couples à révéler à leur enfant son mode de conception que lorsqu'il existait un risque de fuite, selon ses propres mots, autrement dit uniquement si le couple avait parlé du recours à un tiers donneur à son entourage. Plus récemment encore, dans un documentaire intitulé Les enfants faits main, diffusé le 18 février 2014 sur France 2, au sujet du SECOS de l'hôpital parisien Tenon, j'ai noté ceci. Un médecin qui recevait, 4 ans après la naissance d'un premier enfant à l'aide d'un don de sperme, un couple qui venait pour la conception d'un second enfant, a interrogé les parents en ces termes au sujet du premier. Une question, comme ça, est-ce que vous avez déjà réfléchi sur dire ou pas à l'enfant ? La tournure même de cette interrogation la reléguait au rang de sujet subalterne. J'en déduisais que ce point n'avait nullement été abordé par l'équipe médicale, avec le couple avant la conception de l'enfant, ni même dans les premières années qui ont suivi sa naissance. La mère a répondu par l'affirmative au médecin, tout en précisant qu'elle attendrait auparavant que son enfant soit largement majeur. Le médecin a acquiescé. Oui, vous verrez en temps utile. Il a ajouté seulement, il est important de rediscuter avec la psychologue. Elle peut vous aiguiller sur quand, comment, etc. Parce que la majorité c'est peut-être parfois un peu trop tard aussi. Mais ça, vous verrez avec elle. De toute façon, il n'y a pas de recette miracle. Dans le même documentaire, quelques minutes plus tard, l'une des psychologues du centre expliquait que l'adolescence n'est pas un moment opportun pour informer un enfant conçu par don de l'intervention d'un tiers dans sa conception. En résumé, il ressort de ces différents échanges que lorsqu'il est adolescent, ce n'est pas le bon moment pour lui dire, et que lorsqu'il est majeur ou au-delà, c'est peut-être parfois un peu trop tard. Mais que pourtant la question n'est toujours pas abordée avec le couple avant la venue au monde de l'enfant, ou dans les premières années de sa vie. Il paraît difficile pour les couples receveurs de s'y retrouver dans ce flot d'informations contradictoires. En tout état de cause, force est de constater que les couples ne sont toujours pas systématiquement informés des effets délétères, pour l'enfant,
du secret sur son mode de conception. En outre, au-delà de cette absence de sensibilisation des couples, les conditions du secret indécelables pour l'enfant sont toujours pratiquées. Les professionnels des sécos continuent de sélectionner un donneur qui ressemble aux membres stériles du couple, et revendiquent même le maintien de cet appariement. L'idée n'est pas de trouver un sosie, mais de choisir un donneur qui n'introduise pas des caractéristiques étrangères à celles du couple. On fait en sorte qu'un enfant ne soit pas repéré comme pouvant être issu d'un autre père que le sien, résumait le Dr Kunstemann, ancien responsable du sécos Cochin, dans une interview accordée en 2011 au journal Le Monde. De fait, l'enfant lui-même ne peut pas se repérer comme étant issu d'un autre père que le sien, ai-je pensé. Si l'on peut comprendre l'appariement réalisé concernant la couleur de la peau, qui évite par exemple qu'un couple de couleurs ait un enfant blanc ou inversement, les autres critères paraissent beaucoup moins justifiés. Couleur des yeux, cheveux frisés, lisses, etc. En particulier, la similitude de groupe sanguin entre le donneur et le membre stérile du couple est éminemment contestable, puisqu'elle a pour seule finalité de maintenir l'enfant dans l'ignorance. Lors des 2 journées de colloques organisées les 12 et 13 septembre 2013 à Paris par les sécos pour fêter leurs 40 ans d'existence, Arthur Kermalvezen a interrogé le Dr Pierre Joannet, ancien président de la Fédération française des sécos, sur l'éventuelle hypocrisie pouvant exister entre le fait de continuer à sélectionner un donneur ayant le même groupe sanguin que le membre stérile du couple. Autrement dit, de créer les conditions du secret pour enfant, et le fait d'être prétendument défavorable au secret sur ce mode de conception. La réponse du professionnel m'a semblé curieuse. Nous maintenons le critère d'appariement du groupe sanguin car nous estimons qu'il faut laisser le choix aux parents, autrement dit, leur laisser la possibilité de mentir à leur enfant sur son mode de conception. Un secret auquel les pouvoirs publics apportent leur concours. Cette réalité a été rappelée par M. Édouard Crépeil, rapporteur public, lors d'une audience devant le Conseil d'État qui s'est tenue le 3 juin 2013. De tout cela, beaucoup des enfants nés selon ce procédé ne sont sans doute pas au courant, tout simplement parce qu'ils ignorent leur état. Les secrets de famille sont sans doute aussi anciens que la famille elle-même. L'originalité tient ici à ce que c'est la loi qui organise et garantit l'occultation du mode de conception. Dans un projet de recommandation, présenté dès 1978 et amendé en 1981, qui n'a jamais été voté, le Conseil de l'Europe insistait déjà sur la nécessité de préserver non seulement le secret de l'identité du donneur, mais également celui de l'acte de procréation médicalement assisté lui-même. Le médecin ne procédera pas à l'insémination si les conditions de celle-ci rendent improbable le maintien du secret. Lors du premier symposium international sur l'insémination artificielle humaine et la conservation du sperme, qui s'est tenu à Paris les 8, 9 et 10 avril 1979, Madame Simone Veil, alors ministre de la Santé, a présenté l'obligation du secret comme une exigence indispensable. Ce même objectif ressort des premiers débats parlementaires, en 1980, concernant l'IAD en France avec une justification des plus obscures. Votre commission a également eu le souci de préserver la règle du secret, qui se révèle particulièrement importante pour faire accepter par l'opinion un traitement qui reste psychologiquement délicat, et occulter la personne du donneur. Faire de l'insémination un acte secret, pour mieux la faire accepter, autrement dit faire accepter par l'opinion publique, quelque chose dont elle serait tenue dans l'ignorance, telle était donc l'étrange idée, unanimement défendue à l'époque. Les lois qui encadrent depuis 1994 ce mode de procréation et qui sont inchangées à ce jour, organisent effectivement ce secret. Le couple qui a recours à une procréation médicalement assistée avec donneur doit préalablement y consentir devant un juge ou un notaire. Or, les textes prévoient expressément que cette déclaration doit se dérouler dans des conditions garantissant le secret et hors la présence des tiers,
et que seuls les intéressés peuvent se procurer le document écrit qui la constate. Les officiers d'état civil, en particulier, n'y ont pas accès. De ce fait, il n'existe aucune trace, ni dans l'acte de naissance de l'enfant ni dans son carnet de santé, qu'un tiers donneur a participé à sa conception. L'article R 1244A1 du Code de la santé publique actuel prévoit également que la disposition des locaux, des banques de sperme et d'ovocytes, ainsi que les modalités d'accueil des donneurs et des couples receveurs sont de nature à assurer l'anonymat du don et la confidentialité des activités. Ainsi, seuls les parents de l'enfant sont susceptibles de lever ce secret. Or, tout est organisé pour qu'ils ne le fassent pas, comme s'il s'agissait de les inciter à se taire. Un secret difficile à lever, du fait de l'anonymat. Lorsque mes parents m'ont informé de l'intervention d'un tiers dans ma conception, j'ai d'abord trouvé cela cruel. À quoi bon me délivrer une telle information, qui n'en est pas vraiment une, puisqu'elle me laisse avec plus de questions que de réponses. En effet, une partie de mon monde s'est effondrée. Mon père n'est pas mon géniteur, mais je ne sais absolument rien de ce dernier et mes parents ne peuvent rien m'en dire. Cette révélation a fait tomber une partie de ce que je croyais jusqu'à présent, sans me permettre de disposer d'informations pour concrétiser cette nouvelle réalité. Mes parents m'ont expliqué que ce paradoxe était aussi l'une des raisons pour lesquelles ils avaient tardé à lever le secret. Ils avaient conscience que cette nouvelle pourrait nous amener à nous interroger sur le donneur, et qu'ils ne seraient pas en mesure de répondre à nos questions. D'autres couples qui ont eu recours à un donneur anonyme pour concevoir leur enfant m'ont confirmé que l'irréversibilité de l'anonymat du tiers donneur et l'absence totale d'informations sur lui avaient constitué un frein à la révélation du secret de la conception. Ainsi, si la plupart des praticiens du don se disent aujourd'hui favorables à la révélation à l'enfant de son mode de conception, tous feignent de ne pas comprendre que la levée de ce secret en appelle un autre, celui qui entoure l'identité du donneur. À l'heure actuelle, compte tenu de l'irréversibilité de l'anonymat des donneurs, la révélation du mode de conception engendre, pour certains, de nouvelles et perpétuelles interrogations sur celui qui a permis leur conception. Aurait-il été préférable de ne jamais le savoir ? L'encouragement à la levée du secret entourant le mode de conception n'est pas unanimement partagé. Par exemple, Monsieur le député Jean Leonetti avait déclaré lors des débats en commission spéciale en deuxième lecture du projet de loi de bioéthique, lesquels ont abouti au vote de la loi du 7 juillet 2011, que l'enfant dont les parents ont eu recours à l'AMP n'a pas à savoir ce qui s'est passé avant sa naissance. Cependant, il est illusoire de penser qu'un tel secret puisse être gardé éternellement. En tout état de cause, même quand le sujet n'est pas verbalisé, les inconscients communiquent. J'en suis un bon exemple. Je n'ai sans doute pas choisi de me spécialiser en droit de la bioéthique par hasard. J'ai d'ailleurs découvert ensuite qu'une autre personne conçue par don de sperme avait également choisi cette spécialité, avant d'avoir été informée de son mode de conception particulier, comme ce fut mon cas. Je n'avais certes pas imaginé que je pouvais avoir été conçue par procréation médicalement assistée avec donneur. Je me souviens, en revanche, avoir déjà demandé à plusieurs reprises à mes parents si j'avais été adoptée. Ils m'avaient évidemment répondu par la négative, et m'avaient assuré que tous les enfants du monde se posent un jour ou l'autre une telle question. Les autres personnes conçues par don, que j'ai rencontrées par la suite, qui ont appris tardivement leur mode de conception, m'ont enseigné que la plupart d'entre elles avaient pressenti quelque chose. L'une se croyait adoptée, un autre issu d'un viol, un autre avait toujours trouvé curieux que ses parents aient attendu de nombreuses années après leur mariage pour avoir des enfants, un autre avait commencé à s'interroger à l'adolescence, ne se reconnaissant pas dans le physique de son père. De nombreux psys ont mis en avant les effets délétères du secret pour l'enfant sur un aspect important de sa vie. Serge Tisseron, docteur en psychologie, psychiatre et psychanalyste,
indiquait par exemple dans un récent article du Figaro qu'un lourd secret suinte et ricoche. Il faut comprendre, assure le thérapeute, que même si rien n'est dit, une personne à qui l'on cache quelque chose le presse toujours. Les enfants perçoivent particulièrement que la vérité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.